Merci d'être venu dans cette vieille école, d'être venu jouer à l'école. C'est pas un musée sérieux, vous l'avez compris, c'est un jeu ici. On a fait revivre une ancienne école. Vous allez faire les acteurs, vous allez être des élèves acteurs. Puis si vous l'avez bien compris, moi je suis le maître acteur. C'est moi qui le blues, d'époque authentique. Moi aussi, je suis d'époque. Et puis c'est moi qui la règle. Hein. C'est moi qui tape, c'est moi qui tape. Alors pour faire du théâtre, en quelque sorte, on va faire du théâtre, puisque vous voulez faire vivre la chose, vous voulez faire vivre le tableau. Il faut être dans un décor, il y a un décor au théâtre. Ben, le décor, il est là. Le décor, c'est l'école d'avant, c'est la vieille école, tout bêtement. Alors il y a tout ce qu'il faut pour rentrer dans le bain. Il y a des bureaux d'époque, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'affiches. Oh, il n'y a pas une année précise d'ailleurs, hein. Il y a à peu près un siècle de représentation de matériel ici. Je me suis arrêté à peu près en 1980, parce qu'après ça me semble un peu récent, mais bon, les années passent. Hein. Il faudrait commencer à collecter les choses des années 80, parce qu'il y a déjà 40 ans, comme le temps passe. D'ailleurs, j'avais accroché des affiches de 1970. Je voulais pas les accrocher, je trouvais que c'était trop récent, mais n'empêche qu'elles sont accrochées déjà depuis 10 ans. Elles ont pris 50 ans. 50 ans, c'est déjà des vieilles choses, n'est-ce pas? Voilà, donc ici, c'est une école, bien sûr. C'était une école privée, primaire, de garçons. Parce que quand on a construit cette école, il y a un peu plus d'un siècle, il y a 127 ans exactement. Je fais pas le calcul, rassurez-vous. Je rajoute une année toutes les années. Ça m'évite de calculer. Voilà, 127 ans. Alors le monde a bien changé en 127 ans. C'est la population qui a changé, la répartition de la population. Il y a 127 ans, environ 80% de la population habitait la campagne. On dit aujourd'hui zone rurale. Et 20% habitaient en ville. On dit aujourd'hui zone urbaine. Et bien 127 ans plus tard, c'est exactement l'inverse. 80% sont en ville et 20% sont à la campagne. Alors il y a une grande école ici, hein, il y a plus de 1000 mètres carrés. Il y a 350 mètres carrés par niveau. Il y a 3 niveaux. Et c'était que les garçons. Il y avait à peu près la même chose pour les filles. Il y avait la même chose en public. Vous voyez un peu le monde qu'il y avait. Eh bien, au Monastier, à cette époque, il y avait environ 4000 habitants. Il en reste aujourd'hui 1800. Et puis surtout, il y avait beaucoup plus d'enfants. La proportion d'enfants a été énorme. La moitié de la population avait moins de 20 ans. Ça peut surprendre ces chiffres, mais c'est vrai aujourd'hui en Afrique. En Afrique, la moitié de la population a moins de 20 ans. Alors pourquoi il y avait autant d'enfants? Parce qu'il y a 127 ans, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait même pas d'EDF. Alors on allait se coucher de bonne heure. Et quand on va se coucher de bonne heure et qu'on est un jeune couple en bonne santé, ça fait des familles nombreuses. Donc il y avait beaucoup d'enfants, voilà, ça grouillait partout, les gamins, dans les villes bourgades, dans les fermes, dans les hameaux, c'était envahi de jeunesse. Et bien forcément, voilà pourquoi il y a toutes ces écoles. Ça correspondait à un besoin, à une demande. Alors je l'ai déjà dit auprès de ceux qui étaient là au début, mais au Monastier, il y avait quand même assez étendu. Il y a une bonne dizaine de kilomètres d'un bout à l'autre. Et puis il y a une douzaine de petits hameaux où il y a un petit peu de monde. Il y a 10, 12 fermes. Et bien sur ces 12 hameaux, il y en avait 8 qui ont eu droit à leur propre école. Parce qu'il y avait tout de suite 20, 30, 40 gamins dans chaque hameau. Ah oui, mais quand vous avez 10 fermes et puis qu'ils font 10 petits chacun, ça vite fait de rentrer à une école. Alors, le coup, c'est que je te construis des écoles. Et bon, il y a des villages comme moi, là, qui sont pas loin, à Voldoiseau. Il y a un coin qui s'appelle Saint-Nicolas, mais il y a tout de suite 3-4 kilomètres. Ben, quand vous avez 6 ans, et puis qu'il fait froid la neige, qu'il y a de la neige, 4 kilomètres, il y en a bien trop. S'il faut aller à l'école, je répète, il n'y avait pas de route aussi, la grande différence. C'est qu'il n'y avait pas de route, pas de déneigement, pas de voiture, pas de camion. La seule solution pour aller à l'école, c'était les pieds. Alors, malgré tous ces efforts, et on a fait beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître, à cette époque, de construire des écoles partout, 70 000 en France quand même, hein, construire des écoles partout, il y a des fermes isolées. Le pays est un grand pays agricole. Il y a des fermes isolées à travers le pays, au milieu de nulle part. Et surtout dans les montagnes, là autour du Médin. Il y en a des fermes paumées. Il y avait des familles nombreuses dans ces fermes, et puis l'école, elle était un peu loin. Elle était à 4 ou 5 ou 6 kilomètres. Alors l'école était bien obligatoire en 1882, mais il faut pas croire que ça s'est fait comme ça, hein.
Tout le monde n'a pas couru à l'école. Donc, surtout les fermes isolées, ils faisaient beaucoup de résistance. Les pères disaient, je sais, j'ai entendu dire que l'école était obligatoire, mais les miens, ils iront pas. Parce que c'est trop loin, ils peuvent pas y aller. Ils vont pas marcher toute la journée pour aller à l'école non plus, hein. Ça sera pas possible, ils iront pas. Eh ben, mon pauvre gars, c'est bien dommage, mais il faut y aller quand même, hein. Et on a trouvé la solution, il faut y aller en pension. Et voilà pourquoi il y a une grosse bâtisse ici. C'était le pensionnat du secteur, c'était le chef-lieu de canton. Alors ici, il y a une grande école, c'est la raison, là-bas au bout il y avait les cuisines, il y avait le réfectoire, la cantine s'appelait le réfectoire. À l'étage, il y avait 4 salles de classe, le bureau du directeur, et au deuxième étage, le dortoir. Alors imaginez un dortoir de plus de 300 mètres carrés, un plafond à 4 mètres, une centaine de lits, pas de chauffage, pas d'eau chaude, pas de douche. Pour se laver, c'était eau froide. C'était un peu comme dans la maison, hein. Pas de chauffage, sans douche. Alors le froid, ça c'est... Alors on chauffait très peu, donc on chauffait surtout pas l'eau. Alors, tous ceux il y a des quelques anciens élèves qui viennent ici, et la première chose qui les a tous marqués, ils disent tous la même chose, qu'est-ce qu'on avait froid dans cette baraque. C'est inchauffable. Et on chauffait pas la cantine, le réfectoire, on chauffait pas les couloirs, on chauffait pas le dortoir, mais on chauffait un petit peu les salles de classe, quand même. Pour pouvoir écrire, c'est le minimum. Alors généralement, il y avait 2 élèves qui étaient de corvée. C'était un peu une punition. Je vais au bureau, vous vous lèverez 2 heures avant les autres demain matin, et vous allez mourir le poil. Hein. Donc il y en a qui étaient de corps et de poil. Alors la raison, c'était pour qu'on ait pas trop froid quand on commence la classe, mais surtout, c'était pour dégeler l'encre. Parce qu'en plein hiver, on arrivait dans la classe le matin, on laissait éteindre le poil le soir. Hein. On arrivait le matin dans la classe, mais l'encre est gelée le soir. Alors quand il faisait bien froid, ben, on mettait les encriers sur le poil pour les faire dégeler. Oui, alors quand l'encre est gelée dans les classes, l'eau est gelée dans le dortoir. Et oui, c'est vrai. Quand l'eau est gelée dans le dortoir, on attend que ça dégèle. Il faut l'attendre jusqu'à Pâques, en général. Alors les encriers, il y a beaucoup des gens de la Haute-Loire qui viennent au musée, vous l'imaginez. L'été, il y a du monde un peu des 4 coins de France. Et puis il y a une dame d'un peu plus de 90 ans, quand je lui ai dit qu'on dégelait l'encre, elle s'est un petit peu moquée de moi. Elle m'a dit, mais il fait pas bien froid chez vous? Non. Vous avez bien dégelé l'encre? Moi, j'étais en pension chez les sœurs, dans le Vercors, à 1400 mètres d'altitude. On dégelait pas l'encre parce qu'elle regelait tout de suite. On écrivait au crayon de Noël jusqu'à Pâques. Et l'encre était gelée 4 ou 5 mois de l'année. Et toutes les demi-heures, on les élevait pour faire un petit peu d'exercice, ces pauvres filles, pour qu'elles dégèlent. Alors, 2 autres mois sur le dortoir, donc imaginez les gamins de 6 ans qui venaient d'une ferme isolée, qu'on amenait ici, ils étaient terrorisés. J'ai des témoignages des quasi-centenaires qui sont venus en pension ici. Dont un, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit qu'il était dans une ferme isolée près du Béarn. Le péage était trop loin pour aller à l'école. On lui a dit, eh ben, il faut envoyer tes gamins, mon gars, au monastier en pension. Alors lui, il m'a raconté comment ça s'est passé. Son père a attendu fin octobre, parce qu'il a attendu le plus longtemps possible. Il n'a pas trop attendu non plus, parce qu'après il allait faire trop mauvais. Ils sont venus à pied en sabot 22 kilomètres. 22 kilomètres. Quand vous avez 6 ans, il a mis la journée, le gamin. Hein. Il m'a dit, on s'est arrêté en route pour casser la croûte. Donc il a mis en gros la journée. Alors il m'a dit, ben, pour lui, il n'avait pas envie de quitter sa famille, hein, le cocon familial, ça s'appelle, c'est quelque chose à l'époque. Vous imaginez le père isolé, tous en famille, 2-3 générations, le père, la grand-mère, les mamans, ils parlent leur charabia local, ils n'ont jamais personne. Ils sont en autonomie, c'est des petits sauvages. Tout à coup, ils quittent leur ferme. Ils marchent une journée. Ils arrivent au monastier, le gamin, il n'a jamais vu ça. Il y a toutes ces maisons, mais qu'est-ce qu'il y a du monde? Alors il m'a dit, je ne voulais pas y aller, je freinais tout le long du chemin. Mon père m'a tiré par un bras tout le long du chemin, les sabots fumaient. Ce pauvre gamin, il arrive ici, il va rigoler, la vache, quand j'ai vu ça. C'est une caserne, hein, ces écoles-là. C'est austère, hein.
Alors en plus, vous rentrez ici, maintenant, on va dire, c'est plutôt bien, hein. Il y a beaucoup de petites choses, là, c'est décoré, on va dire. Mais quand vous entriez dans une école avant, comme ça, il n'y avait rien au mur, hein. Sévérité, sobriété, austérité. On voyait tout de suite qu'on n'était pas là pour rigoler, hein. Il y avait tout de suite une ambiance. D'ailleurs, il y a des escaliers en pierre, là, et il y a quelques anciens qui viennent, et puis ils regardent les escaliers en deux fois, puis ils disent, mais on les avait vus beaucoup plus grands. Oui, ils sont des alors, tous les impressionnés, ils n'avaient jamais vu des bâtiments pareils, mais le cas, ils s'y perdaient, ils ne comprenaient plus rien, et il y a des grandes classes, des grands couloirs, vous allez les voir. Et puis le pire du pire, évidemment, c'était le dortoir. Imaginez un gamin de 6 ans, alors qui c'est qui les accueillait en plus? Les frères. Dans les écoles privées de garçons, c'était les frères. Et les filles chez les sœurs, non? Il y en a qui chez les sœurs, oui. Alors les frères, ils avaient un malin plaisir à montrer leur autorité. En soutane noire, ils toisaient ces gamins de haut, pas un sourire, pas un bonjour, pas gracieux. Bonjour mon gars. T'es là en pension, on va te montrer le dortoir. Le gars, il rentrait, il voyait ce machin, là, 350 mètres carrés. Il y avait une centaine de lits, quand même, hein. Alors, c'était vite fait, trouver 100 gamins en pension, hein, différents, ça c'était taf. Alors, il paraît, alors, ce que je raconte, je n'invente rien, c'est à peu près tout des témoignages de vécu. C'est des gens qui racontent ce qu'ils ont vécu ici, ou si c'est pas eux, c'est leur père ou leur grand-père qui leur a raconté, qui sont venus à l'école ici, donc c'est des vrais témoignages. Ça les jusqu'au collège. Alors il paraît que quand on ouvrait l'école, elle avait un tel succès que c'était plein bourré. On a refusé du monde. Ah ouais. C'était une bonne excuse pour pas aller à l'école, on remarque. Je dis, il peut pas y aller, moi, tu sais, c'est plein. On avait écrit complet sur la porte. Alors donc, je répète dans leur devoir, des gamins terrorisés, comme tu voyais ça encore une fois, et puis l'eau froide, ça, vous avez bien un peu l'habitude, mais on leur expliquait quand même que l'eau chaude, ça fabrique des féculents. Ça ramollit, ça fabrique des féculents. Ça sort que de l'eau froide. Et puis aussi, on n'aimait pas se laver à l'époque, tout ce qu'il fallait qu'il soit propre, c'était les mains. D'ailleurs, il y avait inspection des mains le matin pour entrer à l'école. Il fallait montrer les mains. Comme avec le coronavirus, il fallait laver les mains. Donc, inspection des mains, un petit coup d'eau froide le matin pour se réveiller. C'était pas vraiment pour se laver, c'était pour se réveiller. D'ailleurs, j'ai trouvé un bouquin qui le prouve, de 1890, qui s'appelle Hygiène corporelle. On se lavera les mains avant chaque repas. On se lavera les pieds et la tête une fois par mois. Et le reste, on n'en parle pas. Le reste, on n'en parle pas. Vous voyez pas les conditions de vie. Alors, encore une fois, un témoignage. Un gars des Estopes qui est venu il n'y a pas longtemps au musée, là, un peu plus de 90 ans. Il m'a impressionné par sa forme, là, hein, 90 ans. Il avait une pêche d'enfer. Il me dit, j'ai passé 8 ans de pension ici, de 6 ans jusqu'à 14 ans. Ça fait 8 ans quand même, hein. Ah oui. Je rentrais chez moi qu'une ou deux fois par an. Une ou deux fois par an. À part qu'il y a Noël, il y a grandes vacances. Eh oui. Il m'a dit, c'était dur ici. Qu'est-ce que c'était dur ici? Mais je ne le regrette pas parce que je suis un dur. Voilà. Les gars, ils sont contents de leur sort. Voilà un petit peu comment ça pouvait se passer ici, si vous avez des questions. Alors, en deux mots pour l'histoire du musée, parce qu'évidemment, c'est un petit peu un mystère pour beaucoup. Pourquoi cette école est devenue un musée? Ben, vous l'avez déjà compris, j'imagine. La population a toujours baissé depuis l'ouverture de cette école. Ça a toujours baissé, c'était le point haut, hein, dans les campagnes. C'est le moment où il y avait le plus de monde dans les campagnes françaises. C'est dans ces années-là. Il y en avait presque trop, d'ailleurs, hein. On commençait à crever de faim dans les campagnes, c'est un monde. Heureusement qu'il y a eu ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Et vous le savez tous, les campagnes se sont vidées pour aller travailler dans les villes. En Haute-Loire, on a fourni la main-d'œuvre dans la Loire, à Saint-Étienne, dans les mines, dans l'industrie. Sur l'autre moitié du département, on a fourni de la main-d'œuvre chez Michelin. Il y avait les mines aussi que je cherche du côté d'Issoire. On a fourni les enfants des paysans. On fourni la main-d'œuvre pour faire développer la France et faire ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Il n'y a pas eu de miracle. Alors, autre petit problème pour ces gamins que j'ai oubliés quand même, ces gamins qui parlaient leur petit charabia local dans leur ferme, quand ils arrivaient ici, ils ne comprenaient rien à ce qu'on leur racontait. Parce qu'on parlait pas toujours. 80% de la population était rurale, 80% de la population parlait pas toujours. Eh bien, pourquoi, à votre avis, Jules Ferry a rendu l'école obligatoire? La raison numéro 1 et principale,
c'était avant tout d'apprendre le français, faire l'unité du pays. Vous imaginez le paquet de langues qu'il y avait en France? Toutes ces langues qu'on appelle aujourd'hui régionales, il y en a beaucoup des régionales, mais il y en avait beaucoup plus, c'est ridicule d'appeler ça régional, c'est des langues locales, très très locales. Alors moi je prends l'exemple de mon grand-père qui était un petit paysan, au-dessus de Rosières, toute petite ferme, 3 hectares et 14 gamins. Il y en a qui prenaient la ferme, les autres allaient à la mine, à Saint-Étienne. Alors mon grand-père, qui parlait à peine français d'ailleurs, commençait en français pour ses petits-enfants, et puis il continuait en patois, évidemment. Alors il me montrait un petit hameau qu'on voyait pas très loin. Il me dit, tu vois là-bas, il faut pas y aller, c'est des sauvages, ils parlent pas comme nous. C'était à 3 kilomètres. Il n'y avait pas toujours une grande différence, mais il suffit qu'il y ait trop beau qu'on ne comprenait pas. Et puis ça y est, c'est des étrangers, c'est des sauvages. Alors c'était très compliqué tout ça pour ces gamins, évidemment, beaucoup de stress. Alors encore un mot, donc l'école a marché quand même pendant 75 ans, de 1896 jusqu'à 1971. Alors pourquoi la fermer en 71? En 71, les familles nombreuses s'étaient passées de mode. Hein. Oui. La population du monastère avait déjà divisé par 2. Il n'y avait pratiquement plus de pensionnaires. Et puis aussi, il y a eu un grand événement qu'on a appelé la mixité. Oui. On s'est mis à mélanger les filles et les garçons. La vache, c'était une révolution sexuelle. Alors ici, ça s'est passé en 71. On a décidé de fermer. Alors il y avait plus de 200 gamins, il n'y en avait plus qu'une cinquantaine. Hein. 50 garçons, c'était déjà pas si mal. 50 filles chez les filles dans le privé, à peu près la même chose dans le public. Ça faisait bien encore un peu de monde. Mais c'était bien pratique, cette histoire de mélanger. Ça simplifiait la vie, hein, pour ceux qui avaient des écoles. Au lieu d'avoir des écoles, une, ça va suffire. Tout le monde va rentrer dans la même école. On va faire des économies de locaux et d'enseignants. Et on a décidé de fermer celle-ci. Alors, quand on ferme une école dans un bourg comme ça, c'est pas bon signe non plus, hein. Il y a un côté triste, il y a un côté fin de l'histoire. Alors, on a fait venir les parents d'élèves, ils ne voulaient pas trop comprendre qu'est-ce qui se passait. On a fait une espèce de cérémonie de clôture. On a fait un discours. C'est bien triste, c'est la fin de l'histoire. L'école privée de garçons va fermer. On commençait à verser une petite larme. Oui, mais les garçons, vous allez rejoindre les filles dans notre école. Putain, d'un coup, c'était moins triste. On n'avait pas fini de leur expliquer qu'ils étaient déjà partis. Il y avait un côté triste et puis un côté beaucoup moins triste. Donc voilà comment ça s'est passé. Alors quand on a fermé cette école, il y en a qui l'ont vécu, qui sont en vie, évidemment. Ils ont dit, il y a un moment qu'on voyait que ça tournait mal. Comme je vous l'ai dit, les effectifs ont toujours baissé. Ça sentait la fin depuis longtemps. On voyait arriver la mixité depuis longtemps. Résultat, on n'avait rien investi dans cette école pendant 64 ans. Les anciens élèves ont dit, la vache, les bureaux, ils étaient d'origine. Ça faisait 75 ans qu'on les secouait. Il n'y avait plus du jeu. Il n'y avait plus de carte potable. Alors, ça, c'est des témoignages aussi, parce qu'il y a eu des frères très longtemps, mais à la fin, il manquait des frères. Donc, on a embauché des civils, comme aujourd'hui dans les écoles privées. Hein. Alors, il y a un institut qui enseignait ici, à la fin des années 60, qui est venu au musée. Et c'est lui qui m'a dit, c'était dans un état, cette école. Il n'y avait même plus une carte de France. Vous la connaissez toute, celle-là. Il n'y avait même plus celle-là. À part d'y tirer les porte-plumes dedans. Elle était déchiquetée. Alors, le gars m'a dit, j'ai été obligé de dessiner une carte de France sur un carton. Il n'y avait plus un bouquin potable. Les bouquins étaient d'origine. Il avait 75 ans. Alors, les bouquins pour 75 ans, ça ne reste pas grand-chose. Hein. Une histoire formulée, c'est votre activité, surtout. Donc, bon, ça se démole pas comme ça, hein. Il y a des choses qui se démolent pas. Mais avant, on ne changeait pas de bouquin tous les 4 matins. D'ailleurs, les mêmes bouquins, j'ai remarqué ça, les mêmes bouquins, ils ne sont même pas datés. Comme ça, ils vieillissent pas. C'est assez étonnant. Donc, les bureaux, le gars, il m'a dit qu'il n'y avait plus rien de valable. Là, c'était le moment que cette école ferme, hein, parce que c'était complètement délabré. Alors, quand on a fermé cette école, que ça valait rien tout ce qu'il y avait, puis on n'en avait pas besoin. Il y avait tout ce qu'il fallait chez les filles. On a tout bien vidé, on a tout bien nettoyé, on a donné un coup de balai, on a tout brûlé dans la cour, et puis on a fait savoir aux habitants du monastère que l'école Saint-Joseph est disponible. Qui n'en veut? Des assos, des entreprises, qui veut louer des locaux? Bonne réponse. Alors
Alors, ils ont fait des travaux quand même. Hein. Alors, aussi, ils s'en souviennent bien, les élèves. Hein. Quand ils ont fermé l'école en 71, ils ont installé le chauffage central au fur. Alors, vous imaginez les élèves? Oui, mais les élèves, ils ont dit, on s'est gelé les cacahuètes. 75 ans, ils installent le chauffage quand ils ferment l'école. Et enfin, il y a des sortages aussi. Hein. Parce qu'en 1896, on savait pas installer le chauffage central. Alors, malgré tous ces efforts de modernisation, si on peut appeler ça comme ça, eh ben, ça n'a pas intéressé grand monde, parce que, qu'est-ce qu'ils voulaient faire ça, on l'a dit. Alors, ils ont attendu pendant 40 ans quand même, hein. 40 ans, les congrégations, ils sont patients dans les religieux, ils sont pas pressés. Ils ont dit, ça finira bien par revenir, la prospérité de la population. Mais ils sont pas revenus. Résultat, 40 ans plus tard, la congrégation est allée voir M. le maire et lui ont dit, nous, on n'en veut plus de cette école, on ne veut plus entendre parler du monastier, c'est une misère, c'est lamentable. Personne ne veut de cette école, il y a 40 ans qu'on attend. Monsieur le maire, vous nous achetez cette école et vous en ferez ce que vous voudrez. Vous irez chercher des sous chez Vauquier et vous en ferez. Alors la commune a bien acheté cette école. C'est pas la commune, c'est la communauté de communes pour M. le maire. Ça concernait surtout le monastère. Donc ils ont acheté cette école en 2010. Ils se sont grattés la tête pendant 2 ans pour savoir qu'en faire. Et 2 ans plus tard, ils n'ont pas trouvé. Des projets de maison de retraite n'ont pas pu aboutir. On a fait une maison de retraite toute neuve. Ils ont abandonné. Alors les élus ont dit, ben, on a fait une connerie d'acheter cette école. On ne sait pas quoi en faire. Il faut qu'on s'en débarrasse.